savez comme moi que la majorité des personnes ne mettent pas leur sécurité en danger de façon délibérée, de façon intentionnelle, en se disant on sait qu'on va se blesser. Ce sont souvent des vieilles habitudes, ancrées dans nos façons de faire qui peuvent entraîner les accidents. Ce que je sais aussi, c'est que pour plusieurs d'entre vous, les statistiques d'accidents, c'est un incontournable. On a besoin d'avoir des statistiques d'accidents pour savoir où sont les accidents, comment sont survenus les accidents, comment les corriger, comment ça se produise plus, etc. Puis c'est vrai aussi, je fais un parallèle avec la sécurité routière, c'est exactement le même principe. Mais pour avoir des statistiques d'accidents, qu'est-ce que ça prend, Jean-Christophe? Ça prend des statisticiens. Ça prend des accidents. Ah, aussi. Si tu n'as pas d'accident, tu n'as pas de statistiques d'accident. Je suis convaincu que dans chacune des entreprises au Québec, il y a des statistiques d'accidents. La valeur des statistiques d'accident, taux de fréquence, taux de gravité, elle est inutile. Ça n'a pas grande valeur. En fait, les statistiques d'accident mesurent plus notre manque de sécurité, notre manque de prévention que notre prévention. Mais non, mais j'avais aimé ça. On a fait, je niaise avec les statisticiens, mais quand on avait fait ton entrevue récemment dans les Follettes, tu m'avais mentionné ça, que pour prendre des accidents, des stats d'accidents, ça prend des accidents, et tu disais que ça démontre la non-prévention. Absolument. J'avais trouvé ça intéressant, quand même. Absolument, absolument. Pour être performant en santé et sécurité du travail, il ne faut pas avoir des statistiques d'accidents, mais il faut mettre de l'effort, faut s'impliquer. Il faut mettre de la rigueur dans ce que vous faites pour contrôler les accidents. Vous devez identifier les risques présents dans vos organisations afin d'y apporter des solutions réalistes, efficaces, avant qu'ils causent des accidents. C'est ça qu'on appelle la prévention. Durant la prochaine heure, je vais vous présenter quelques vieilles habitudes. Je vais revenir par la suite, c'est la notion de prévention, obstacles qui nuisent à la prévention. Finalement, je vais vous présenter une démarche préventive. Mon objectif est de vous convaincre que la prévention, c'est souvent facile, puis c'est souvent le fun de faire de la prévention. Nous, on aime ça quand la SST, c'est le fun, là. En tout cas, on essaye. C'est quoi nos vieilles habitudes? On a toutes des vieilles habitudes. Précision au départ, les vieilles habitudes, c'est pas seulement réservé aux travailleurs, ça touche également les gestionnaires en matière de santé et sécurité. Des exemples, fermer les yeux. Non seulement on tolère le risque, mais on donne le message que les situations sont acceptables dans l'entreprise. Tolérer des comportements, ne pas utiliser d'outils, rouler quand on ressent de la fatigue après de longues heures de conduite, prendre des raccourcis, des shortcuts, mauvaise posture, mauvaise position. Avant d'aller plus loin, je vais vous conter une histoire. On aime ça, les histoires. Un matin d'hiver, un peu avant les fêtes, il y a quelques années, conducteur de véhicules lourds en forêt, venait de finir son chargement. Il a arrimé de façon convenable, puis il est parti sur la route. Il est parti sur le chemin forestier. 150 mètres plus loin, peut-être, il s'est rendu compte que le train arrière gauche de son véhicule lourd ne marchait pas. Les freins étaient figés. Il a débarqué de son véhicule stationné en pente, débarque de son véhicule, puis avec un marteau, il va cogner sur le système de frein pour le déglacer. Ça ne marche pas. Les autres travailleurs viennent l'aider aussi. On utilise un chalumeau, on utilise du méthanol qu'on fait brûler pour chauffer le système, pour le défiger. Un travailleur s'en va en dessous avec un marteau, puis il cogne sur le système. Tout d'un coup, ça part. Le système de frein défige. Le camion se met à rouler. Je vous rappelle que le camion est en pente. Un des travailleurs a crié « Attention, le camion, il avance ». Celui qui était en dessous du train arrière, il n'a pas eu le temps de sortir, puis il s'est fait écraser. Ah non, ça, c'est pas des bonnes histoires. C'est pas des bonnes histoires. Avant Noël, à part ça. La prévention, c'est l'action de prévenir les accidents.
c'est prendre des dispositions nécessaires afin d'éviter qu'un événement se produise une perte, un accident de travail ou en limitant les conséquences. La prévention, ça se mesure par nos actions. La prévention doit permettre d'atteindre des objectifs mesurables en matière de santé et sécurité du travail. Ces objectifs doivent être spécifiques, mesurables, atteignables, réalisables par l'ensemble des ressources humaines de l'organisation et durables dans le temps. Agir avant que l'accident ne survienne, c'est-à-dire prévenir, faire de la prévention, c'est pas une démarche naturelle. Les actions de prévention, donc, se heurtent à une série d'obstacles. De paradigmes, de fausses croyances, de demi-vérités. Nous sommes trop souvent confrontés à nos valeurs, à nos croyances, qui font en sorte qui sont fort différents d'un individu à l'autre, d'une organisation à l'autre. Reconnaître ces obstacles, ça va nous permettre de mieux les éviter et ça va être essentiel avant d'entreprendre une démarche de prévention. Mais Guy, je comprends pas bien. Là. Quand tu dis que c'est pas naturel, mais être prudent, c'est naturel, non? Être prudent, c'est naturel en autant qu'on a les bons outils pour être prudent. Si on identifie le risque, on a les moyens pour contrôler le risque, on peut être prudent. Mais ce n'est pas une démarche qui est naturelle. Prévenir l'accident, penser que l'accident va occasionner quelque chose, c'est pas naturel. C'est pas une démarche naturelle. Pourquoi c'est pas une démarche naturelle? Parce qu'on a des perceptions, on a des croyances, on a des valeurs qui font en sorte que face à une situation, un individu va se comporter d'une certaine manière, puis face à la même situation, un autre individu va se comporter d'une manière totalement différente et totalement inattendue. Ouais, c'est pas fou. Certains d'entre vous vont dire que la prévention, c'est plate. C'est un fardeau de plus, faire de la prévention. Prévoir quel accident qui peut survenir. C'est plate, c'est un fardeau, ça coûte de l'argent. Chez Via Prévention, on veut vous démontrer que la prévention, c'est plaisant, que c'est le fun, puis avec un peu d'effort, les gens sont plus en santé, plus heureux dans leur travail, puis l'entreprise va y gagner. Mais c'est un gros paradigme, ça, de dire la SST, c'est plate, là. On entend tout ça, tout le temps, partout. Absolument. La SST, c'est plate. Puis moi, j'en reviens pas, là, quand tu penses que aux bénéfices de ça, comment tu peux associer des bénéfices d'être en santé à quelque chose de plate? Le lien, on ne devrait pas le faire aussi facilement, là. Et pourtant... Je vais tenter de répondre à ça, à l'intérieur de ma présentation. Pour parvenir à éliminer ça, la prévention, c'est plate, la prévention, ça coûte de l'argent, il faut être capable d'identifier c'est quoi nos croyances, qu'est-ce qu'on croit, c'est quoi nos fausses croyances. Il faut d'abord se débarrasser de certains obstacles, puis ils sont quand même nombreux, je vais juste seulement en citer quelques-uns. Ça repose trop souvent sur nos fausses croyances. La première croyance, c'est notre perception de ce qu'est un accident. Combien de fois j'ai entendu, suite à un accident, suite à une enquête, c'est sûr que ça devait arriver à lui. C'est un accident inévitable. Certains parlent de fatalité, de destin ou de personnes prédisposées aux accidents. C'est faux. Cette vision d'un accident, qu'un accident, c'est inévitable, qu'un accident, ça va arriver, ça amène une attitude passive. Parce que quoi qu'on fasse, quels que soient les moyens qu'on va prendre, quelle que soit la prévention qu'on va faire autour de ça, il va quand même y arriver un accident. Donc, ça nous amène à être passif. Je l'ai dit tantôt, la prévention, ça se mesure par l'action. Mais être passif, c'est pas de l'action. Tous les accidents sont évitables. Tous les accidents. Travailler sous un semi-remorque alors qu'il n'est pas cadenassé. Circuler sur un chemin mal déneigé, sur un chemin glacé, sur une entrée d'entreprise où il y a de la glace. Monter, descendre d'un véhicule lourd par en avant. Monter sur un chargement alors qu'il n'y a pas moyen d'anti-chute. Monter, descendre d'un escabeau, circuler sur un plancher avec des trous. Travailler en hauteur quand on n'est pas attaché. C'est toutes
des événements qui peuvent causer un accident, c'est toutes des choses qui sont évitables. D'autres vont faire appel à la malchance, au hasard. Hein? J'ai eu un accident, comme gagner à la loto. Un accident, c'est multicausal. Un accident, il y a plusieurs causes qui vont expliquer pourquoi l'accident est arrivé. Une autre perception, on cherche un coupable. C'est la faute à Joe, c'est la faute à Jean-Christophe si on a eu un accident. On cherche alors un coupable. Chacun développe une stratégie parapluie. On va se protéger. On ne le dira pas pour éviter de se faire cogner ses doigts, pour éviter de se faire punir. Hein? Il arrive quand même des accidents. Les enfants font ça, hein? Ouais, on parle d'adultes ici. Ouais, on devrait. Il y a aussi l'habitude, qui est une fausse perception de la prévention, une fausse perception. Lors de l'enquête sur l'accident de travail que je vous ai parlé tantôt, les témoignages ont révélé que la problématique du gel dans le système de freinage survenait une dizaine de fois par hiver. Okay. Donc, 10 fois par hiver. On peut supposer à ce moment-là qu'à toutes les fois que le gel sur le système de frein survenait, les travailleurs faisaient ça de la même façon. Ils allaient sous le véhicule pour cogner sur le système de frein pour que ça dégèle. Ce qu'il faut reconnaître au niveau de l'habitude, pour plusieurs, la prévention est liée à l'équation suivante. L'habitude du risque. Hein? On est habitué à être exposé au risque. On a développé une habitude par rapport à ça. Ça, c'est le passé. Aujourd'hui, ça ne donnait pas d'accident. Habitué au risque, pas d'accident. Si, dans le passé, j'ai fait la même chose, je n'ai pas eu d'accident, donc aujourd'hui, si je fais la même chose, je n'aurai pas d'accident. Ça fait 25 fois que je monte sur un chargement, je ne suis pas attaché. La 26e fois, je ne tomberai pas. Puis la 100e fois non plus. Tu comprends le principe? Alors que c'est totalement faux. Plus on s'expose à un risque, plus on a un risque d'avoir d'accident. Plus souvent on monte en hauteur, plus souvent on risque de tomber. Plus on va aller sous le véhicule, plus on risque d'avoir un accident. Donc, l'habitude. Puis j'ai un exemple concret d'une habitude que les conducteurs de véhicules lourds ont, puis que c'est facilement modifiable. C'est quoi? Monter, descendre du véhicule par en avant. Descendre du véhicule lourd par en avant. Les 3 points d'appui? Oui, 3 points d'appui. Hein? Vous connaissez cette situation-là. Le conducteur, pour débarquer de son véhicule, bien, il va sortir de même puis il va sauter en bas du véhicule. De face, là. De face. Est-ce que ça peut causer des accidents? Bien sûr. S'il saute puis il y a de la glace, il y a de la neige, il y a un trou qu'il n'a pas vu parce que c'est enseveli par l'eau, qu'est-ce qui peut arriver? Un paquet d'affaires, vous êtes convaincu de ça. Donc, ça devrait être interdit dans vos organisations. Vous connaissez tous la façon de faire ça, c'est facilement corrigeable, puis dites-moi pas que ça n'arrive pas chez vous. C'est clair que ça arrive. 3 points d'appui. C'est une habitude que les gens développent qui sont facilement corrigeables, puis on enlève le risque d'accident. Mais tu peux passer d'une habitude à une autre. Tu peux passer d'une mauvaise habitude à une bonne habitude. Absolument, c'est une bonne habitude. Quand vous montrez quelque chose à une nouvelle personne, là, montrez-lui tout de suite de la bonne façon. Laissez-les pas aller sans le superviser, sans veiller sur lui, sans le conseiller, sans corriger les situations qui peuvent compromettre sa santé. Parce que si vous ne faites pas ça, là, il va développer l'habitude de le faire de cette façon-là qui représente un risque. Alors que si vous lui montrez immédiatement la bonne façon de faire, il va avoir l'habitude de quoi? De le faire de la bonne façon. S'il le fait de la bonne façon, il n'y aura pas d'accident. Oui, oui. C'est ça, la prévention. Un autre paradigme, contradiction, sécurité, production. La non-réalisation d'un impératif de production entraînera un désagrément. On se fait réprimander, on peut avoir une sanction, on peut se faire suspendre, etc., parce qu'on n'a pas respecté les critères de production. Puis ça va arriver immédiatement, puis c'est sûr que ça va arriver. L'accident, lui, reste toujours hypothétique.
C'est une hypothèse qu'on pose que face à une situation, on va avoir un accident. Le travailleur est souvent obligé de choisir. Il va choisir quoi, tu penses, Jean-Christophe? Il va choisir la production ou il va choisir la sécurité? Mais est-ce qu'on ne devrait pas considérer qu'évidemment, la priorité, c'est la sécurité, là? Ah, la priorité, c'est la sécurité. Je vais finir avec ma présentation. Le travailleur est même piégé. OK? Le travailleur, il est piégé. S'il choisit la sécurité, Ouais. il se fait réprimander parce qu'il n'a pas respecté les critères d'opération. Puis s'il choisit l'opération, il se fait réprimander parce qu'il n'a pas respecté les critères de sécurité. OK. En fait, chez vous, dans vos organisations, est-ce que c'est priorité sécurité ou priorité et opération? En tout cas, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Puis je vous invite à réfléchir à ça. Est-ce que c'est priorité sécurité, priorité opération? Ce que je peux vous dire, par contre, c'est que vous devez cesser de dire priorité sécurité. Parce que c'est pas vrai. Pas dans tous les cas. Parce que c'est pas la sécurité qui amène du beurre sur votre toast. C'est l'opération. Vous devez intégrer des éléments de sécurité à l'intérieur de vos éléments d'opération. On ne peut pas faire de l'opération, puis après ça, on fait de la sécurité. Hey, tu m'as fait peur, là. On ne peut pas faire de la sécurité, après ça, on fait de l'opération. C'est intimement lié. OK, en fait, donc tu veux pas les mettre en opposition. Exact. Ça va ensemble. Ça va ensemble. Ça va? Faites de la sécurité une de vos valeurs d'entreprise, puis n'utilisez pas le terme priorité à la sécurité. Ah, moi, je fais jamais ça. Parce qu'une priorité, ça se change. Un matin, ça va être priorité sécurité, mais le lendemain matin, ça va être priorité opération parce qu'on va perdre des millions de dollars si on ne fait pas ça. Un autre paradigme, la non-connaissance du risque. Ça me paraît évident que si on ne connaît pas le risque, on ne peut pas agir. C'est quoi les risques de se trouver sous un semi-remorque? Ça fait écraser. Oui. D'accord avec ça? Oui. Quels étaient les risques pour le travailleur au moment de l'accident? Que le camion avance? Que la remorque se déplace? Qu'est-ce qu'il aurait pu faire, le camionneur? Dans les centres de formation en transport, Charlesbourg ou Saint-Janvier, ils disent aux camionneurs, quand les freins figent, tu touches pas à ça, puis tu appelles un réparateur. Lui, il a les outils, il a les connaissances, puis il sait quoi faire pour dégeler ça. C'est pas enseigné dans les écoles de formation. Ça va? La vraie question, c'est est-ce que le travailleur connaissait le risque au moment d'aller sous le véhicule? On ne sait pas. On ne le sait pas. Mais si vous ne dites pas au travailleur, si vous ne l'identifiez pas, puis vous ne mettez pas les moyens pour contrôler les risques, surtout ce risque-là, le travailleur, il va faire comme sous l'instinct du moment. Les freins sont figés, il faut que je les défige. Alors qu'il y a d'autres choses à faire aussi. Hein? Cadenassage des équipements mobiles, formation, etc. Puis ça n'arrive pas seulement en théorie, ces situations-là. La photo que vous voyez là, ça illustre un accident mortel qui est survenu dans une cour d'une entreprise quelconque au Québec. Ce que vous voyez vert derrière le tandem arrière, c'est le travailleur qui était dans cette situation-là. Il était en train, justement, d'arranger les freins sur la remorque. L'autre camionneur, c'est le mécanicien qui était en dessous. Le camionneur, lui, il sortait de la cabane, de la cabane bleue que vous voyez. Il a vu que son camion était là, puis lui, il a pensé que son camion, il était prêt à partir. Il a embarqué dans le camion, puis il est parti avec. Le mécanicien, il était où, lui? En dessous du tandem arrière, il s'est fait écraser. Donc, c'est important de dire à vos gens de ne pas aller sous le véhicule quand on fait pour faire de l'entretien. Ça appartient à un mécanicien, cette job-là.
Pour sauver quelques dollars, depuis longtemps, les camionneurs, autant sur la route qu'en forêt, ont pris l'habitude de procéder à l'ajustement des leviers de frein en se couchant sur le véhicule avec une clé, puis pour régler le jeu. Depuis 1996, les véhicules lourds vendus en Amérique du Nord sont munis d'un système d'ajustement automatique. En pesant sur la pédale, ça s'ajuste de façon automatique. Automatique, ça veut dire automatique. Mais moi, j'aurais dit ça aussi. Ça se fait tout seul. Ça se fait tout seul. Donc, le camionneur ne doit plus aller sous le véhicule pour ajuster ça. Le mécanicien, il n'a plus à faire ça non plus. Ça se fait automatique. Puis si ça ne se fait pas automatique, ça veut dire que le système il est soit mal monté ou soit il est brisé. Donc, il faut le changer. Donc, vous référez toujours au mécanicien pour faire ça. Parce que sinon, tu as tendance à le fixer toi-même, à le régler. Exact, tu vas l'ajuster à une certaine distance. C'est quoi les distances? Je m'en souviens plus, là. Tu essaies de l'ajuster, mais il peut arriver quoi? 2 accidents, je te parle, le camionneur s'est fait écraser, les individus se sont fait écraser par le déplacement du véhicule. Mais ça peut se comprendre quand même d'essayer de vouloir réparer soi-même la chose, puis c'est là où ça rentre en conflit. Sais-tu qu'au Québec, à chaque année, il y a à peu près 4-5 travailleurs qui soit sont morts écrasés comme ça sur le véhicule ou passent proche de se faire écraser sur le véhicule? Les camions, il y en a beaucoup au Québec, hein? Un mort, c'est un mort de trop. Un accident, c'est un accident de trop. Mais ça fait partie de nos vieilles habitudes qu'il faut changer. Le moyen est simple. Des situations comme vous voyez à l'écran, on n'en veut plus. Travailleurs couchés sous sous le véhicule pour ajuster les freins, on ne veut plus ça. La seule raison qui fait qu'un conducteur de véhicule lourd va aller sous le véhicule, c'est pour vérifier le système d'attelage lors de sa ronde de sécurité. C'est le seul moment où il va aller sur le véhicule. Le reste du temps, il n'y a pas à aller sous le véhicule. S'il y a un problème, le chauffeur, conducteur, c'est un conducteur, c'est pas un mécanicien, il doit appeler un réparateur. Et alors, quand il fait ça, s'il doit aller sur le véhicule pour faire sa ronde de sécurité, on s'assure de quoi? Qu'il ait les clés avec lui, que quelqu'un d'autre va pas partir? Exact. Le véhicule devrait être arrêté, frein à main, etc. Il y a des procédures, hein? Les procédures sont très, très bien décrites. Il doit respecter ça. OK. Transport Québec a émis sur son site Web une procédure d'ajustement automatique des freins pneumatiques des véhicules lourds. C'est super simple. Moi, je ne suis pas mécanicien. Moi, je suis un gars de prévention. Je ne vous l'ai pas dit, mais moi, le dire là, on ne peut pas être contre la vertu. Moi, ce que je vous recommande, ce que je recommande aux camionneurs, ce que je recommande aux gestionnaires de flotte, de dire à leurs camionneurs, à chaque fois que vous faites la ronde de sécurité, faites ce test-là. C'est super facile. Juste à suivre qu'est-ce qui est marqué là. Je vais le lire pour vous autres. Attendre le refroidissement complet des freins. Désengager le frein de stationnement, amener la pression d'air du système au maximum, 120 livres à peu près. Appuyer à fond sur la pédale pendant 5 secondes, relâcher complètement. On recommence ça 4 fois, 5 fois. À tous les jours, le système va s'ajuster de façon optimum. Puis à tous les jours que vous allez circuler avec votre véhicule lourd, les freins vont être ajustés de façon adéquate. Super simple, super facile. Ben ouais. Un autre fausse croyance, les contraintes économiques. Agir en prévention, on entend ça souvent, ça nécessite souvent du temps, de l'argent. Tu l'as dit tantôt, à court terme, ça peut paraître non rentable, hein? C'est pas payant de faire de la prévention. Ça a été démontré, et démontré encore une fois, que les actions en prévention à moyen et à long terme sont toujours économiquement fiables. Supposons que le taux moyen du secteur du transport, c'est autour de 10 du 100 Ça va? À chaque fois qu'il verse 100 de salaire, il y a 10 qui vont en coût direct à la CNESST. Donc, c'est 10 de votre masse salariale. C'est ça que ça veut dire. Plus de 10 de votre masse salariale sont pour couvrir les accidents de travail du secteur. Il y en a qui payent plus, il y en a qui payent moins. Hein? Ça dépend de la grosseur de la flotte. Abraham Lincoln a dit un jour, si vous trouvez que l'éducation coûte cher,
essayez l'ignorance. Juste pour le paraphraser, je vous dirais, si vous pensez que la prévention coûte cher, regardez vos coûts d'accident. Ça, c'est les coûts directs. 10 piastres à chaque 100 piastres, mais les coûts indirects, c'est quoi? C'est le temps pris pour l'enquête. C'est le temps, le coût des réparations qui ne sont pas couverts. C'est le coût pris pour ramasser tout ça. Le coût de remplacement de l'accidenté, le coût de remplacement du véhicule qui est accidenté, le temps passé à la Commission des transports, le temps passé à CNESST, le coût des avocats, blablabla. Bla, bla. Là, on monte à quoi, là? À 50, 100 $ en coût indirect. C'est vrai qu'on ne pense jamais à tout ça. Investir en prévention, c'est économiquement fiable, ça a été démontré. Il y a aussi la peur de la perte de l'emploi. Comme la suppression d'un risque, puis ça, on a vécu ça dans les années 70-80, hein? Suppression d'un risque, suppression, hein, on va remplacer le monde par des robots, le monde ne travailleront plus, on pense à ça. Il y en a qui disent suppression du risque entraîne parfois l'automatisation de certaines opérations. Donc, le travailleur peut occulter volontairement ce risque. Il peut vivre avec. OK? Il peut accepter de vivre avec pour pas que la job soit automatisée pour qu'il perde sa job. La peur de passer pour un chialeux aussi. Hein, on sait bien, Jean-Christophe, tu veux pas faire la job, un autre va faire à ta place. Ouais. C'était des paradigmes. Donc, la démarche préventive, c'est pas un réflexe, c'est une prise de conscience d'un problème de santé-sécurité afin d'y apporter des solutions efficaces. C'est pas des kits prêts à apporter. Hein, des kits prêts à apporter, des trucs qu'on va acheter quelque part sur Internet, qu'on va faire venir, ça va ressembler à ce qu'on va faire. Ça doit être spécifique à vos valeurs, à vos croyances, spécifique à vos organisations, parce que les kits préfabriqués, ça ne solutionne pas vos problèmes, parce que vos problèmes sont spécifiques à votre organisation. Il y a des solutions magiques, là. Ça marche pas. Les solutions magiques, ça marche pas. OK? Travaillez avec les gens de votre organisation. Soyez-vous ensemble, comité de santé et sécurité, représentants en prévention, les gens sur le plancher. Identifiez les problèmes, apportez des solutions, puis assurez le suivi. Assurez-vous que les solutions, ils marchent vraiment. Donc, la démarche préventive, c'est une réflexion en regard de nos réalités organisationnelles afin d'y apporter des solutions efficaces aux accidents de travail et qui marchent. La démarche préventive, donc, c'est pas un réflexe, c'est surtout pas inné. On vient pas au monde avec la prévention. Démarche, ça débute par la prise de conscience d'un problème et le désir d'y apporter des solutions efficaces. Ça doit être initié par la direction et le gestionnaire. Nécessite aussi une réflexion quant à nos réalités, notre contexte. Hein, on est qui? On fait quoi? On sert qui? On dessert qui? C'est quoi les équipements qu'on a? Ça doit être rigoureuse. Puis, avant tout, ça repose sur des actions. Tu reviens là-dessus souvent, hein, que la prévention, ça se mesure par l'action. Oui. C'est ça la clé. C'est l'action. Exact. C'est arrêter arrêter de le dire puis le faire. Autrement dit, je le dis souvent en formation, je dis ça souvent, tu l'as sûrement déjà entendu, il faut que les bottines suivent les babines. Hein? Ça veut dire ce que tu dis, il faut que tu le fasses. Tu sais, j'ai déjà vu un directeur d'usine, moi, faire un beau discours sur l'importance d'avoir des souliers de sécurité adéquats, puis avec des capes d'acier, puis c'est important parce qu'on risque de se faire couper les pieds, puis bon, blablabla. Bla, bla. Une semaine plus tard, il se promenait en souliers vernis dans les aires d'opération. Ouais. C'est quoi le message qu'il a lancé, tu penses? À tout le moins, les bottines ne suivaient pas les babines. Puis là, c'est clairement des babines et des bottines. Exact, exact. C'était pas choisi, là. La démarche préventive, si vous implantez une démarche préventive, négligez pas la résistance au changement parce que vos superviseurs, vos travailleurs vont nécessairement... ils n'adapteront pas ça de façon naturelle. OK? Il va y avoir le principe de la résistance au changement. Vous devez identifier ça. Oui, genre, hey, tu vas pas m'apprendre comment travailler, là. Exact. Je connais ma job. Exact. Donc, il faut prévoir ça. Ouais. Identifier les obstacles, les éliminer, les contrôler,
soit par des moyens mécaniques, soit par des moyens physiques, soit aussi par le port des équipements de protection individuelle. Puis, vous devez aussi reconnaître que le travail peut comporter des risques. Malgré tout ce qu'on va faire, malgré tous les moyens qu'on va mettre en place, malgré toute la démarche qu'on va utiliser, la façon qu'on va le faire, il va quand même rester des risques. Le risque zéro, ça, c'est théorique. Là. On peut-tu tout éliminer les accidents de travail? Est-ce que tous les accidents de travail étaient imprévisibles, imprévus et soudains? Bien, tout à l'heure, tu disais qu'on peut prévenir tous les accidents. On peut prévenir tous les accidents. Tous les accidents de travail, ils sont prévisibles. Ce qui rend le caractère imprévu d'un accident, c'est le moment que ça va arriver puis qui va être touché. Tout le reste, c'est prévisible que ça va causer un accident. Un trou dans le plancher, une échelle à mauvais état, un mauvais éclairage, monter, descendre du véhicule par en avant, monter sur un chargement quand on n'est pas attaché, frapper un palettier, mettre des palettes dans un palettier alors que c'est pas râpé, c'est pas homogène avec la mauvaise palette. C'est toutes des situations qui peuvent causer un accident. Et on peut tout agir sur chacune de ces situations-là avant que ça cause un accident. Mm-hmm. C'est ça la prévention. Puis je finis là-dessus. On connaît tous la pyramide de Bird. En 1969, un assureur américain a fait une étude sur 1 600 000 accidents de travail de toutes sortes. Puis il est arrivé à la conclusion suivante. Il les a regroupés en 4 catégories. Et la conclusion, c'était qu'à chaque fois qu'il arrive un accident grave, c'est la mort, c'est une amputation. Hein? À toutes les fois que les gens chez vous allent sur la CNESST, c'est un accident grave. Il arrive à 10 accidents avec blessures, tout ce qui est rapporté dans les registres de premiers soins. Ah. Tout ce qui est rapporté dans le registre des premiers soins, c'est des accidents avec blessures. Hein? On se coupe un peu, on se fait mettre un diachylon, puis on continue de travailler. C'est un accident avec blessure mineure. Il arrivait donc un accident grave, 10 accidents avec blessure mineure. Il arrivait 30 accidents avec dommages matériels seulement. 30 fois que le palettier a tombé. Sur personne. Sur personne. 30 fois que le camion il a descendu la pente puis est rentré dans le poteau sans tuer personne. C'est arrivé 30 fois. Il arrivait 600 accidents sans blessure ni dommage. 600 ouf, 600 passés proches. 600 fois que la marchandise est tombée du palettier avant de tomber sur la tête de quelqu'un. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire aussi qu'en prévention, on est 600 fois plus chanceux que malchanceux. C'est ça que ça veut dire. Mm-hmm. On a 600 fois l'opportunité de ramasser, d'arranger la boîte avant qu'elle tombe sur quelqu'un. C'est ça que ça veut dire aussi. Oubliez les chiffres. Tout ce que ça veut dire, c'est qu'il arrive beaucoup plus d'accidents sans blessure ni dommage qu'il arrive des accidents graves. C'est rien que ça que ça veut dire. Mais qu'est-ce qui explique ces 600 accidents sans blessure ni dommage, ou cet accident avec dommages matériels, ou des accidents avec blessure, ou la mortalité? Ce sont évidemment les situations dangereuses. S'il n'y a pas de situation dangereuse dans votre organisation, peut-il y avoir un accident? Non. Clairement non. Clairement non. On peut-tu tout corriger toutes les situations dangereuses? Clairement non plus. On peut être proactif, par contre. On peut se donner les moyens, à l'intérieur de nos activités de prévention, à l'intérieur de nos activités d'opération, pour les trouver, les détecter, les corriger avant qu'il arrive un accident. C'est quoi déjà? Tu m'avais déjà expliqué la différence entre le risque et le danger. Parce que là, tu parles de situations dangereuses qu'on ne peut pas éliminer. Pour plusieurs, un danger puis un risque, c'est la même chose, mais fondamentalement, il y a une différence. C'est quoi? Je vais donner un exemple. Exemple de l'acide sulfurique. OK? L'acide de batterie. Okay? Tout le monde sait c'est quoi de l'acide de batterie, parce qu'à peu près tout le monde, en dehors de Montréal, ils ont une auto. Non, c'est pas vrai. Je dis ça de même. Ou des vélos. Mais c'est pas vrai. Il y a des vélos électriques. Mais c'est pas vrai. Donc, à l'intérieur des batteries, il y a de l'acide sulfurique, 36 de concentration. Si tu as ça sur ta peau, ça fait des brûlures. OK? Ça, c'est le danger. Le danger de l'acide sulfurique, c'est de faire des brûlures. OK? Puis, quel que soit l'endroit qu'on va le mettre, quel que soit l'état de la batterie,
quel que soit le contenant dans lequel on va l'entreposer, ça va toujours rester dangereux. D'accord avec ça? Le risque par rapport à ça, c'est quoi? Le risque, ça fait référence à la probabilité que l'acide sulfurique touche à ta peau et te brûle. Le danger il est toujours présent. Le risque fait référence à la probabilité. C'est sûr que si je manipule pas d'acide sulfurique, j'ai pas de risque. Exact. Mais l'acide sulfurique est d'abord dangereux. Tu es d'accord avec ça? Oui. Rouler sur la route, 90 km/h, est-ce que c'est dangereux? La réponse est oui. Ce que tu vas faire, tu vas gérer les risques. OK? Tu vas t'assurer que tu as la ceinture de sécurité. Tu vas t'assurer que tes pneus sont en bon état, sont bien gonflés, que tu as de l'huile, bon, etc. Tes essuie-glaces fonctionnent adéquatement, que tu as du liquide lave-glace. Mais malgré tout ça, tu vas adopter des comportements sécuritaires de conduite. Mais malgré tout ça, la route, elle demeure dangereuse pareil. C'est cette notion-là qu'il faut changer. Si on se rapporte à la COVID, la COVID-19 qu'on vient de vivre puis qu'on vit encore un petit peu, c'est quoi? C'est dangereux, la COVID? Ben oui. Ben oui, tu peux mourir. Le risque par rapport à ça, c'est que tu l'attrapes par un contact puis que tu développes une maladie qui peut entraîner la mort. C'est deux choses différentes. La COVID, c'est un virus qui est dangereux, puis le risque par rapport à ça, c'est que tu l'attrapes. Il y a beaucoup de gens qui ont suivi les directives de la santé publique, qui sont restés chez eux, qui sortent avec un masque, lavent les mains, etc. On a diminué le risque. Mais le risque était toujours présent, mais moins important que si on ne se protégeait pas. Tu sais, c'est tout ça, là. C'est tout ça. Situation dangereuse. Ça fait référence à nos attitudes et à nos comportements. C'est parce que les individus ont des comportements, ont des attitudes de tolérance ou d'intolérance face à une situation qui fait qu'on va avoir des accidents. Un superviseur, il peut tolérer une situation dangereuse parce que ça ne le dérange pas. Tu comprends? Un superviseur aussi, face à quelqu'un qui va prendre une shortcut, travailler de façon non sécuritaire. Il peut arriver que le superviseur se ferme les yeux parce qu'il vient de sauver $1 million à l'autre bout en faisant cette chose-là. Ben, c'est des attitudes et des comportements qui font qu'on tolère une situation dangereuse. Puis tant qu'on tolère la situation dangereuse, qu'est-ce qui peut arriver? Un accident. Croyance, valeur. Explique-moi pourquoi... Non. Explique-moi rien. Non. Je serais capable. C'est à cause de nos croyances et de nos valeurs qui sont nécessairement liées à la culture de l'entreprise. Est-ce que toutes les organisations au Québec ont une culture d'entreprise? Ben oui. Une culture en santé et sécurité? Pas forcément. La réponse est oui. Chaque entreprise au Québec a une culture en santé et sécurité. Il y en a qui sont adéquates, il y en a qui sont moins adéquates. Je vais dire ça de même. On a toute une culture. Je vous disais tantôt, priorité prévention, priorité opération. C'est dans les valeurs qu'il faut mettre ça. Votre culture d'entreprise, c'est pas avoir d'accident. Il faut le démontrer par des croyances, par des valeurs, par des gestes, par des comportements que vous allez faire. Vous comprenez très bien que pour éviter l'accident grave au sommet de la pyramide, il faut travailler sur quoi? Sur la culture de l'organisation, sur les croyances et les valeurs qu'on veut inculquer aux gens qui sont présents dans notre organisation. C'est comme ça qu'on va arriver à contrôler, éliminer l'accident grave. Ça fait-tu du sens, Jean-Christophe? Ça fait du sens. Sérieusement, j'écoute puis je trouve ça intéressant. 2 volets. Le pire, c'est que c'est vrai, là. J'espère. Oui. Non, mais c'est vrai. 2 volets à la sécurité. OK? Prévention, dans vos organisations, il y a 2 volets. Il y a le volet réparation. Il arrive un accident, il faut réparer. OK? Le volet réparation, c'est la CNESST qui s'occupe de ça et c'est vos assurances privées. OK? Ils vont corriger. Mais réparation, c'est une fois que l'accident est fait, là. Il faut avoir un accident Quand la prévention n'a pas fonctionné. Exact. Et la prévention, c'est dans le bas de la pyramide et c'est là que c'est le plus payant.
Parce que c'est là, vous le voyez, hein, la forme de la pyramide, c'est tout le temps plus C'est évasif. pyramidal. Plus évasif, c'est plus large dans le bas. Il y a plus de choses à aller chercher dans le bas pour éviter l'accident grave. La prévention, ça appartient pas à la CNESST, ça appartient pas à Via Prévention, ça appartient à l'organisation. C'est vous autres qui devez mettre en place des moyens pour éviter que vos accidents surviennent. Bien sûr, vous pouvez demander conseil à CNESST, aux associations sectorielles, donc Via Prévention, hein, puis il y en a une multitude. Ils vont vous aider, ils vont vous guider, mais une chose est sûre, ils ne le feront pas à votre place. La démarche préventive, ce que vous devez faire, ça a l'air simple, mais oui, c'est simple. Identifier les risques dans le milieu de travail. Évaluer les risques présents. OK, par des mesures objectives, les enquêtes accidents, les registres d'inspection, les manuels d'utilisation de l'équipement, les plaintes, les interviews avec les travailleurs. C'est toutes des sources d'informations que vous devez aller chercher pour évaluer les risques. Prioriser les risques à corriger. Prioriser vos actions. Identifier les correctifs, élimination à la source en vertu de l'article 2 de la Loi sur la santé et sécurité du travail, hein, qui vise l'élimination à la source du danger, mais on ne peut pas toutes les éliminer. Les risques subsidiaires, ce qui va rester, il faut s'en occuper également. Planifier les actions. Plan d'action. On ne peut pas tout corriger en même temps. Donnez-vous un délai. 1 an, 2 ans, 3 ans. Où vous vous voyez en prévention dans 5 ans? Posez-vous cette question-là. Mettez en place les moyens pour que dans 5 ans, vous atteigniez votre vision. Quand tu parles de priorisation, une fois, j'avais été dans un colloque, je ne sais plus lequel, mais il y a une personne, il y a un conférencier qui avait dit si, imaginez que tout d'un coup, vous êtes chez vous, on vous appelle, on vous dit ah, il y a eu un accident dans l'entreprise. À qui allez-vous penser? Bon, mais ce que vous allez penser à ce moment-là, ça c'est devrait être votre votre risque prioritaire. Absolument. Absolument. C'est un Ça m'a excellent, marqué, ça. excellent exemple. Merci. C'est un excellent exemple. Vous devez implanter les solutions retenues, vérifier que ça fonctionne. Vous devez former et informer. Hein, et vous voyez là, que dans la démarche préventive, la partie formation, ça ne vient pas au début. Ce que je veux dire, c'est pas juste former les gens qui vont solutionner le problème. La formation, doit venir après avoir implanté les solutions. C'est là qu'on forme, c'est là qu'on informe. Vérifier que les effets attendus sont réels. Donc, le suivi est essentiel. Je t'interromps, mais si je comprends bien, tu ne formes pas sur les risques, tu me formes sur les solutions. Exact, tu formes sur la solution, sur la façon de faire. Absolument. Oui, tu vas passer par le risque. OK, tu vas définir le risque, puis tu vas définir également c'est quoi les solutions que tu as apportées pour contrôler ce risque-là. Bien oui, effectivement, tu vas former sur les solutions. Puis développer une culture de prévention. Je vous répète, la culture de prévention, c'est la base de votre pyramide. La prévention, ça doit être le souci de tous. Direction, supervision, conducteurs, travailleurs, comité de santé et sécurité. Le rôle de chacun doit être clairement défini par écrit et diffusé. On parle de programme de prévention ici. Ça doit être écrit, ça doit être diffusé, entériné par l'ensemble des ressources humaines de votre organisation. Des postulats en prévention. Moi, je suis un préventionniste de carrière, OK? Puis, après quelques années, j'en suis venu à cette conclusion-là. Tous les accidents doivent être enquêtés et analysés. Tous les accidents. Même les 600 accidents, semble-t-il, les dommages qu'on a vus dans le bas de la pyramide, on doit au moins se poser des questions sur pourquoi c'est arrivé, comment c'est arrivé, puis trouver des solutions. Et qui enquête, là? C'est qui fait ça? L'organisation? C'est personne, ça. L'organisation? Est-ce que c'est un rôle en particulier? Ou? C'est-tu le gars de la sécurité? C'est-tu le superviseur? C'est-tu le boss? Ouais. C'est-tu le balayeur de plancher? C'est ça ta question. Ben ça, il faut que ça soit défini. Dans certaines organisations, il y a embauche du monde en prévention pour lui dire, toi, tu t'occupes des accidents. Moi, je n'ai pas été engagé pour m'occuper des accidents. J'ai été engagé pour m'occuper de prévention. Si on demande à un contremaître, comment tu as eu d'accident l'année passée, puis
Puis le contremaître, il me dit, j'en ai eu 5 accidents. Ben, moi, je lui dis, t'es pas un bon contremaître. Parce qu'un bon contremaître, là, l'objectif qu'il doit viser, c'est 0 accident. Il doit faire tout ce qu'il faut pour éviter d'avoir des accidents. Oui, malheureusement, ça va arriver. Il faut qu'il fasse les efforts, il faut qu'il fasse des actions pour qu'il n'y arrive pas d'accident. Si tu as des accidents dans ton secteur, je suis désolé, tu es un mauvais gestionnaire. Parce que le gestionnaire, il va gérer les ressources humaines, il va gérer la paie, il va gérer le temps, il va gérer tout ça, mais il doit aussi gérer la santé et sécurité parce que ça va avec. Ça va avec. Tout accident doit être enquêté. D'accord avec ça, Jean-Christophe? L'accident est multicausal. Toujours plusieurs causes à un accident. Il faut être capable de remonter dans le temps, faire une enquête, une analyse profonde de l'accident, surtout mortel, pour trouver vraiment ce qui s'est passé. Parce que si vous laissez passer ça, si vous n'intervenez pas à ce niveau-là, le même accident va se répéter. Il n'existe pas de petits accidents. Les petits accidents, c'est des chances. Les petits accidents, c'est une opportunité de corriger la situation. Il faut vraiment le prendre de même. L'absence d'accident n'est pas un bon critère de niveau de sécurité. Tu sais, dans les organisations là, qui fêtent le 1 million d'heures travaillées sans accident, là, on lui dit bravo, puis hein, c'est tape à l'œil, on sort le champagne, puis go, on passe à la go, puis ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas d'accident. Ce qu'ils disent, c'est qu'ils n'ont pas eu d'accident avec perte de temps. Mais dans le bas de la pyramide, là, les situations dangereuses, les accidents sans blessure ni dommage, comment qu'il y en a eu, ça, c'est beaucoup plus parlant. La tolérance ou la présence, la tolérance d'un risque entraînera tôt ou tard un accident. Tant que vous allez tolérer que quelqu'un descende d'avant de son camion, il va arriver un accident. Tant que vous allez tolérer les trous dans le plancher, tant que vous allez tolérer les espaces de stationnement avec la glace, surtout l'hiver, tant que vous allez tolérer des boîtes mal palettisées puis placées dans le palettier, vous tolérez que tôt ou tard, il va y avoir un accident. Principe de Murphy, qui dit que c'est sûr, si quelque chose est pour arriver, soit sûr que ça va arriver, on ne sait juste pas quand ça va arriver. Voilà. Ben merci. Merci, Guy. Inspirant, je dirais. Merci beaucoup.